France Culture, il est bientôt 17 h et tout de suite, les retours du dimanche. Bonsoir à tous, vous écoutez les Retours du dimanche, une émission France Culture Le Monde. Et ce soir, notre école est-elle dégradée? Bonsoir Nicolas Truong. Bonsoir Agnès Chauveau. L'école va mal. Et la crise dépasse la simple nostalgie de l'école mythifiée de Jules Ferry. Depuis des années, les rapports qui se suivent et se ressemblent peignent un système à la peine. Échecs scolaires patents, inégalités qui se renforcent, mais aussi dévalorisation du métier d'enseignant. Et avec ces piètres résultats, la France se voit reléguée au 18e rang des pays de l'OCDE en termes de performance de ses élèves. Signe de ce malaise persistant, les 110 000 ou peut-être même les 165 000 enseignants descendus sur le pavé mardi dernier dans toute la France pour protester contre les 14 000 suppressions de postes prévues au budget 2012, mais aussi contre les classes surchargées et enfin contre le peu de cas faits à ces jeunes profs lâchés en pâture sans formation aucune. Oui, le bilan du sarkozysme en matière d'éducation est déjà largement contesté par les enseignants du public, alliés de façon inédite à ceux du privé. Les laïcards et les cathos réconciliés sur un même constat, celui d'une école dégradée, déclassée, dépouillée, dénudée, au point que certains d'entre eux, pour mieux manifester leur désarroi, ont défilé quasi nus sous l'œil hagard des badauds. Rien d'inédit ni d'historique, a commenté nonchalamment Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale. Peut-être, mais qui peut penser que l'école, devenue la chambre d'écho des problèmes sociaux et moraux d'une société en quête de repères, ne sera pas l'un des enjeux de la campagne présidentielle? À croire en effet, Agnès, que le malaise dans la civilisation passe aujourd'hui par les cours de récréation, car l'école est devenue, comme vous l'avez dit, la caisse de résonance de la casse sociale, l'amplificateur des révolutions qui s'accomplissent à l'intérieur des maisons et derrière les écrans de télévision. Autorité contestée, ennui, apathie, décrochage ou phobie scolaire, incivilité et surtout désenchantement face à une société où piston et relations semblent compter davantage que le parcours exemplaire d'enfançage, les racines des problèmes éducatifs se situent en dehors de l'enceinte scolaire. Pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, comment l'école pourrait-elle redonner le sens du bien commun, alors qu'il semble voler chaque jour en éclats, notamment à chaque nouvelle révélation de conflits d'intérêts touchant de hauts fonctionnaires de l'État? Mais il y aurait plus grave encore. Pour Guy Dreux, professeur de sciences économiques et sociales, qui est l'un de nos invités ce soir, et qui vient de publier La nouvelle école capitaliste en France, aux éditions La Découverte, avec Francis Vergne, Pierre Clément et Christian Laval, l'école ne chercherait plus à transmettre des connaissances, mais seulement à valider des compétences, se mettant ainsi au service d'un néolibéralisme qui s'attaque à l'un des derniers bastions qui semblait lui résister. Selon la philosophe Charlotte Nordman, qui nous a également rejoint en ce très beau dimanche aux couleurs de l'été indien, et qui est notamment la collaboratrice de la Revue des Livres et auteure de L'école entre domination et émancipation, le deuxième tome de La Fabrique de l'impuissance aux éditions Amsterdam en 2008, l'école peine à résoudre sa contradiction profonde, être à la fois un facteur de démocratisation, mais être aussi une cruelle instance de hiérarchisation. Alors ce constat, pourtant, ne les conduit pas à la éternelle rhétorique de la déploration. Au lieu de pleurer un âge d'or perdu, tous deux s'évertuent à penser, à dessiner, pour l'éducation, un nouvel âge de l'émancipation. Mais il ne sera pas seulement question ce soir que de l'école mise à nu et dénudée. Les retours du dimanche examinent dans la vie des idées qui agitent les colonnes du journal Le Monde le complexe d'Orphée d'une gauche qui ne peut plus, qui ne sait plus regarder en arrière. Et avec Christophe Ayad, journaliste et grand reporter au Monde, notre tour du monde prospectif se projette ce soir en Syrie où des déserteurs ont créé une armée révolutionnaire. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des protestations, mais les emplois qui sont en cause, ce n'est pas les emplois de la fonction publique, c'est les emplois de l'industrie, c'est les emplois de l'entreprise, c'est les emplois qui sont exposés à la concurrence. Et mon devoir de chef de l'État,
c'est d'abord de penser aux ouvriers, aux salariés et aux cadres qui sont lancés dans la compétition internationale et qui ont besoin du soutien de l'État. Plus que de penser à ceux qui ont un travail difficile, mais qui ont un statut qui les protège. Bonsoir Guy Dreux. Bonsoir. Bonsoir Charlotte Norman. Bonsoir. Alors Charlotte Norman, la grève de mardi dernier ainsi que les manifestations avaient pour objectif de protester contre le projet de budget 2012 de l'éducation qui prévoit donc 14 000 suppressions de postes. On cite par ailleurs le chiffre de 80 000 postes supprimés durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pour vous, Charlotte Norman, ces suppressions de postes sont-elles au cœur du malaise, du sentiment de dégradation qui saisit l'école aujourd'hui ? Disons que oui, c'est sans doute très concrètement, là où se manifestent les suppressions de postes, là où se manifeste la volonté absolument clairement manifestée de réduire au maximum les coûts consacrés à l'éducation. Donc très concrètement, ça se manifeste pour les professeurs eux-mêmes parce que ça veut dire des conditions d'enseignement dégradées au sens où avoir plus d'élèves, ça a des effets très concrets. Il faut savoir quand même qu'un enseignant, par exemple, un enseignant dans le secondaire va avoir une centaine d'élèves. Si vous ajoutez constamment, vous étirez ce nombre, ça devient rapidement assez fou. Mais pour Luc Châtel dit que c'est pas le problème en fait. Il dit que le problème, c'est plutôt d'arriver à personnaliser les parcours pour réduire les inégalités. Le discours qu'on a entendu, effectivement, c'était de dire c'est bien gentil de nous dire que nous supprimons des postes, nous supprimons des moyens, mais le problème n'est pas là puisque, comme on le sait, comme les études l'ont démontré, l'école est incapable de réduire les inégalités. Elle ne réduit pas les inégalités, elle ne permet pas des ascensions sociales. Donc finalement, la question ne doit pas être une question de moyens, mais simplement une question d'affectation de ces moyens ou, comme il a dit, faire du sur-mesure. Et c'est pas un problème de vision politique en fait, au fond ? Alors moi, ce qui me paraît absolument clair et là où ce discours me paraît d'un cynisme avéré, c'est qu'on sait très bien que ce que sont en train de mettre en place depuis un certain nombre d'années Sarkozy, mais avant lui les politiques scolaires précédemment, notamment d'affaiblissement de la carte scolaire, non pas suppression, ça n'existe pas encore, mais en tout cas d'assouplissement extrêmement important de la carte scolaire, de subventions aussi aux formes, par exemple, privées d'enseignement avec les aides aux cours privés, etc., par le biais des réductions d'impôts. Donc tous ces choix-là, on sait très bien que ça a pour effet de diminuer l'efficacité de l'école parce que ça peut être un des enseignements intéressants de ces évaluations internationales qu'on ne cesse de nous agiter sous le nez, les évaluations comme PISA. Un des enseignements de ces évaluations, c'est que les écoles les plus efficaces, qui permettent au maximum d'élèves d'acquérir des compétences, des connaissances dans le système scolaire et d'avoir des diplômes, c'est les écoles les plus égalitaires. Donc nous servir que réduire les moyens et créer un marché scolaire ce qui a pour effet, comme on l'a constaté et démontré de façon absolument incontestable, je veux dire l'Union européenne le reconnaît elle-même, que quand on a démontré que créer un marché scolaire, ça crée plus d'inégalités et donc un système moins efficace, nous dire ensuite que non, ça n'est pas l'enjeu pour le gouvernement, c'est d'avoir une école plus efficace, c'est juste nous mentir éhontément. Alors 5 années de sarkozysme ou presque en matière de scolarité et au fond 3 réformes importantes, l'assouplissement de la carte scolaire, vous venez de lire Charlotte Norman, la formation des maîtres et la lutte contre l'échec scolaire. Or, on le voit bien, et des experts comme Pierre Merle, qui est sociologue, l'ont montré, notamment dans une tribune parue dans Le Monde le 6 septembre dernier, que finalement, sur ces 3 points, c'était un échec avéré, pas tant pour plein de raisons. La première, c'est qu'effectivement, au fond, l'école ne favorise que les favorisés, notamment avec cet assouplissement de la carte scolaire. Les bons établissements, les établissements les plus convoités ne profitent au fond qu'à ceux qui sont déjà privilégiés. Autre chose, réforme donc au fond de cette formation des maîtres, plus de stages notamment à la sortie de leur formation avec des enseignants qui se retrouvent dans des situations très problématiques lors de leur première, au fond, leur première expérience. Et puis donc, lutte contre l'échec scolaire qui n'a pas été résorbée. Guy Dreux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat fait par à la fois Charlotte Norman et Pierre Merle, le sociologue spécialiste de l'éducation? Oui, alors, vous avez choisi de démarrer cette émission avec la question des manifestations de mardi. Il y a déjà une première chose très simple à dire, c'est que ça prouve bien que toute forme de résistance et toute forme de mécontentement et d'expression de ce mécontentement et d'opposition à ce qui se passe depuis plusieurs années, on va y revenir, n'a pas disparu et même cette manifestation s'inscrit dans un cycle qui n'a finalement n'a jamais été terminé. On aura sûrement l'occasion de reparler de la grande mobilisation de 2009
Mais bon, ça a existé. Manifestation qui n'a pas fait peur au gouvernement, comme vous avez vu les déclarations de Nicolas Sarkozy qu'on a passées en premier lieu, et aussi les déclarations de Duchâtel, qui a balayé ça d'un revers de manche. Je nous invitais effectivement à parler de la question, à aborder la question de la politique de Nicolas Sarkozy dans le domaine de l'éducation. Alors, évidemment, les sociologues mettre toujours en garde contre une personnalisation des questions, mais effectivement, si on voulait être un petit peu cruel, on pourrait relire simplement la lettre aux éducateurs de Nicolas Sarkozy du 4 septembre 2007. Je peux lire juste une phrase. « Je souhaite faire de la revalorisation du métier d'enseignant l'une des priorités de mon quinquennat, parce qu'elle est le corollaire de la rénovation de l'école et la refondation de notre éducation. » Bon, évidemment, à l'aune de ses propres propos, je pense qu'effectivement, il y a un constat d'échec, un mécontentement qui s'exprime, qui est lourd. Je rappelle effectivement que beaucoup de médias ont souligné, à juste titre, que pour une fois les syndicats de l'enseignement privé avaient leur part, mais il faut aussi rappeler les fortes mobilisations depuis déjà très longtemps, les fortes mobilisations de parents d'élèves qui, dès le deuxième trimestre de l'année scolaire précédente, savaient ou à qui on annonçait que des classes allaient être supprimées. Comment expliquez-vous quand même que finalement l'enseignement public et l'enseignement privé soient main dans la main dans cette manifestation, alors qu'on se souvient qu'un autre discours de Nicolas Sarkozy, au discours du palais du Latran, avait dit, au fond, qu'il y avait une sorte de hiérarchie entre le prêtre et l'instituteur, et qu'il était plutôt, en tout cas sur la question de la morale, de la moralité, etc., le prêtre était davantage, selon lui, mieux à même d'enseigner la morale, même si pour le coup, là, l'enseignement catholique dit privé, etc., n'est pas toujours un enseignement religieux au sens strict du terme. Écoutez, certains collègues du privé manifestaient avec un slogan catho mais pas maso, donc je pense qu'effectivement il y a un fait objectif, c'est que eux aussi sont touchés par des suppressions de postes qui deviennent quand même, il faut mesurer les choses, enfin on donne des chiffres quand même impressionnants, mais il faut les ramener à la réalité de ce qu'est le système éducatif. Parler de 80 000 suppressions de postes en 5 ans, c'est rappeler que les effectifs vont être diminués de près de 10%, ce qui est quand même, enfin, il faut imaginer dans des entreprises, des grandes organisations, la suppression de 10% des effectifs, ça n'est pas rien. Mais vous, Guidreux, dans votre ouvrage, vous faites quand même un bilan très noir, puisque vous parlez de libre marché scolaire, instauré par la droite et la gauche quand même depuis 30 ans, qui a conduit à une ségrégation sociale et ethnique, dites-vous. Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans l'illusion, dans le mythe que l'école pratiquement à elle seule peut et doit réduire les inégalités? Et encore une fois, vous n'imputez pas ce bilan seulement au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Quand effectivement notre enquête n'est pas dirigée contre le sarkozysme en matière d'éducation, elle entend justement signaler que ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que ce qui se passe depuis 5 ans n'est rien d'autre qu'une accélération d'un mouvement qui est beaucoup plus profond et qui date d'une bonne vingtaine d'années. C'est-à-dire que je pense que la particularité de la période, elle n'est pas tant, enfin plus exactement, les politiques actuelles s'inscrivent malgré tout dans une période beaucoup plus longue. Et effectivement, malheureusement, vous avez raison de le signaler, ça n'est pas propre il n'y aurait pas une méchante droite et une bonne gauche pour l'éducation. Il y a malheureusement, et c'est ça qu'on essaye de souligner, il y a malheureusement un mainstream en matière d'éducation qui amène des réformes qui sont tout à fait regrettables. Charlotte Dorman, sur ce bilan, vous croyez que la croyance, vous écrivez que la croyance selon laquelle l'école serait égalitaire est fallacieuse, qu'elle reproduit les distinctions sociales et renforce la domination sociale? Oui, enfin, je suis pas la première à le dire, mais d'ailleurs le titre de l'ouvrage. Il y avait Bourdieu, Passeron et Stablé. Oui, effectivement, la nouvelle école capitaliste en France. Donc ça fait écho à l'école capitaliste en France, donc à un ouvrage des années 60 qui montrait bien que le système scolaire était divisé en 2 sphères, l'une destinée à préparer les ouvriers à rester ouvriers, à être des ouvriers, et l'autre pour les classes dominantes. Ok. Non, je suis pas. Simplement, j'aurais voulu
reprendre juste une chose. Je pense que c'est très important de choisir les mots qu'on utilise. Et il me semble gênant de parler d'échec des politiques scolaires menées par les gouvernements successifs, puisque je pense que les effets qu'ont eu ces politiques scolaires, et notamment donc d'aggravation de phénomènes de ségrégation de populations scolaires qui étaient déjà existantes avant, mais qui donc ont été extrêmement aggravées ces dernières dizaines d'années. Donc ces conséquences étaient absolument prévisibles et qu'elles ont été délibérément choisies, peut-être pas pour elles-mêmes, mais peut-être parce que pour des raisons par exemple électoralistes, on préférait satisfaire le souhait des parents d'élèves. Donc c'est pas un échec, c'est plutôt une réussite, diriez-vous? Je pense que c'est un choix. Je pense que c'est un choix et je pense que ça n'est pas ah zut, on a essayé de faire la gauche une école plus efficace. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette histoire d'école plus efficace. Donc dans l'extrait que vous avez passé, Sarkozy oppose les enseignants qui ont la chance d'avoir un statut privilégié et protégé et qui devraient fermer leur gueule, très concrètement, au reste de la population qui sera engagée dans la compétition internationale qui serait le lot commun et la normalité. Bon, je pense que c'est très important deux choses, de voir que ce qui est en train de se passer dans l'école, c'est qu'effectivement on essaye d'étendre cette précarité au corps enseignant, notamment par l'utilisation de plus en plus massive de vacataires, et puis par la remise en question éventuellement des concours qui donnent un statut aux enseignants, première chose, et qu'ensuite je pense que ce discours de l'inefficacité de l'école et de l'efficacité supposée de l'entreprise n'a pas réellement pour fonction de réformer l'école pour plus d'efficacité. Je ne pense pas qu'on veuille une école plus efficace. Je pense qu'on sait ce qu'on fait et qu'on sait qu'on est en train de détruire l'école. Je pense que par contre, ce discours de l'efficacité sert, oui, à humilier les professeurs et à saper à la fois leur propre capacité de résistance et éventuellement la solidarité qui peut se manifester aussi, vous avez parlé Guy Dreux des mouvements des parents d'élèves, des autres catégories de la population pour soutenir des mouvements qui cherchent à ce que l'école soit effectivement plus égalitaire. Juste un dernier point, vous disiez l'école n'a pas réussi à réduire l'inégalité. Certes, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'elle la redouble et qu'elle l'accentue, qu'elle l'aggrave, ce qui n'est pas le même problème. Pour ce qui concerne le primaire, qu'on appelle aujourd'hui l'école élémentaire. Pourquoi est-ce que l'inégalité s'accentue? Mais parce que l'école primaire, contrairement à ce que l'on dit, elle est coûteuse. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est plus gratuite. À compter du moment où interviennent la notion de transport scolaire, la notion d'achat des livres, eh bien, quand on est d'une famille de revenus extrêmement modestes, c'est déjà une discrimination. En plus, c'est un fait qu'en élémentaire, il n'y a pas de rattrapage. La seule façon de rattraper, c'est de redoubler. Et tout le monde sait qu'à partir du moment où on redouble, c'est déjà perdu. Lorsqu'on a 1 an de retard, on peut encore peut-être se rattraper au CES. Lorsqu'on a 2 ans de retard, ce n'est plus possible. Charlotte Norman, je pense que vous avez reconnu François Mitterrand, c'était en 1970. Vous voyez que la teneur des débats n'a pas, au fond, tellement évolué. Mais avant même de poser la question du malaise de l'école, est-ce qu'on ne peut pas considérer, dans nos sociétés contemporaines, qu'elles ont un peu tendance à considérer que l'école doit résoudre tous les problèmes, la question des inégalités sociales, tous les problèmes civilisationnels? Vous pensez que c'est légitime ou pas? Encore une fois, je pense que, certes, c'est très important de dire que l'école ne peut pas résoudre les problèmes sociaux, c'est-à-dire que l'école ne peut pas rendre égalitaire une société qui ne l'est pas. L'école, c'est la notion qu'on peut critiquer d'ascenseur social. C'est bien gentil de dire que l'école doit servir d'ascenseur social, mais enfin, la question est de savoir s'il y aura toujours des gens en bas et des gens en haut. Bon, tant que la société est de plus en plus inégalitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, l'école a peu de prise là-dessus, certes. Cela étant, on peut tout de même se dire deux choses. D'une part, regarder comment l'aggravation de la ségrégation scolaire, donc la ségrégation de populations selon leur origine sociale, le fait qu'on regroupe des populations, qu'on les sépare, etc., qu'on crée des parcours qui isolent socialement les individus et qui rendent de plus en plus difficile la circulation dans la société, c'est peut-être un problème si ça aggrave le problème. Et ensuite, il y aura une deuxième chose, c'est, disons que l'école, c'est une institution qui existe, qui peut-être ouvre un certain nombre de possibilités, c'est-à-dire quand même tous les enfants y passent un certain nombre d'années, on y met une certaine quantité de moyens financiers, effectivement il y a un certain nombre de gens qui sont investis dedans, donc on pourrait espérer que les effets on doit faire quelque chose d'intéressant. Je pense que la réflexion doit partir de là, pas seulement de dire l'école n'est pas ce qu'on voudrait qu'elle soit, mais de dire bon, effectivement, qu'est-ce qu'on voudrait que l'école soit? Sauf que l'école a changé. D'après Guy Dreux et ses co-auteurs, la nouvelle école capitaliste est la réalité d'aujourd'hui. C'est la grande transformation que vous analysez, Guy Dreux. Alors pourquoi, au fond, alors que nous avons cité le fameux texte de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, la reproduction en 1970, puis le texte de Christian Baudelot et Roger Establet, l'école capitaliste en France, c'était en 71. Ces deux ouvrages disaient
en résumé, au fond, que l'école servait, au fond, la reproduction sociale d'un côté, et que de l'autre, les savoirs enseignés dans l'école, effectivement, ne valorisaient que le savoir élitiste, élitaire. Vous, ce que vous dites, donc avec vos co-auteurs, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle école n'enseigne pas des connaissances, mais des compétences, et qu'au fond, ce sont les savoirs mêmes, les contenus même enseignés, qui sont capitalistes. Qu'entendez-vous par là? Oui, tout à fait. Donc, très précisément, parce qu'il y a un fait nouveau, très précisément, parce que, contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense que la teneur des débats a évolué, ou plus exactement que les réalités auxquelles nous faisons face ont profondément évolué. Disons simplement, puisqu'il est question de la référence à Bourdieu, Passeron et puis Baudelot et Stablet. En gros, la critique des années 70, la sociologie critique de l'école des années 70, reprochait à l'école une illusion. Cette illusion, c'était de dire, au fond, vous prétendez diffuser un savoir relativement neutre, un savoir qui a une prétention universaliste, c'est-à-dire un savoir qui doit qui se dirige, qui s'adresse à tous, quelle que soit l'origine sociale, etc. Et il y aurait une ruse de la raison scolaire, d'une certaine manière, qui ferait que finalement ce savoir, parce qu'il aurait des liens plus étroits avec la culture bourgeoise, pour reprendre les termes de l'époque. Il y a de la connivence culturelle, quoi. Il y avait une connivence culturelle qui faisait que, au fond, l'école fonctionnait. Elle avait une fonction de reproduction. Mais, très précisément, cette école n'était pas intégralement capitaliste. Pour nous, dans la nouvelle école capitaliste, justement, ce que nous disons, c'est que, d'une certaine manière, les auteurs de cette sociologie critique des années 70 étaient une sociologie pré-néolibérale. C'est-à-dire, précisément, que ce que nous notons, c'est que dans cet âge nouveau de l'école, qui, en gros, je l'ai déjà dit, démarre il y a une vingtaine d'années, ce qui se joue de très nouveau, c'est que les savoirs eux-mêmes ont à répondre à une nouvelle norme. Cette nouvelle norme, c'est les nouvelles normes de régulation du système éducatif, c'est la norme de la concurrence et le fait que l'ensemble des institutions scolaires et universitaires, y compris des institutions de recherche, doivent se considérer comme des entreprises qui doivent produire du capital humain. Je crois que la grande rupture, c'est ça qu'on essaye de dire, c'est que il ne s'agit pas effectivement de revenir, vous l'avez dit en introduction, de revenir sur une école mythifiée de Jules Ferry ou autre, mais il ne s'agit pas non plus de revenir simplement à une critique déjà faite, extrêmement intéressante. Un exemple très précis. Pardonnez-moi, mais parce qu'on pourrait se dire qu'au fond, l'enseignement du français, l'enseignement de la philosophie, Charlotte Nordman a été professeur de philosophie, on enseigne des auteurs, 40 auteurs au programme, je crois, si je me souviens bien, Platon, Husserl, etc., Heidegger. En quel sens, là, ces contenus enseignés relèvent-ils du capitalisme? Alors, je vais revenir. Bon, je développe deux exemples simples. Ce que l'on disait sur les modes de reproduction sociale à travers l'école, une école reproductrice des inégalités sociales dans les années 70, au fond, effectivement, cette sociologie a réussi à mettre en évidence qu'il y avait l'importance d'un capital culturel. Aujourd'hui, ce que l'on note, c'est que la sociologie classique, la sociologie ancienne fonctionne. C'est-à-dire que tous les indicateurs nous montrent qu'effectivement, le poids du capital culturel des familles a un rôle déterminant dans le parcours des élèves. Mais ce mode de reproduction, aujourd'hui, se redouble ou se complexifie par des modes de concurrence dans les établissements. Pour le dire très vite, la reproduction sociale qui se faisait dans l'école, qui n'était pas évidemment totalement unifiée, mais qui, malgré tout, s'adressait à tous, malgré tout, il y a une concurrence entre les établissements et une polarisation de plus en plus grande dans les établissements. C'est-à-dire que la reproduction passe, certes, par la reproduction des modes, du capital culturel des familles, mais aussi par des stratégies d'habitation, des stratégies de lieux, des choix. Charlotte Nordman signalait la question effectivement décisive de la carte scolaire. Effectivement, l'assouplissement de cette carte scolaire, on voit bien qu'à travers ce choix de l'école, mais à l'intérieur même de l'école, le choix des options, le choix des disciplines, etc.,
encourage ou augmente finalement ces modes de reproduction sociale. Alors, vous, Charlotte Norman, vous insistez beaucoup dans votre livre sur, votre livre La fabrique de l'impuissance, sur l'autonomie. Et pour vous, en fait, toutes les réformes menées depuis plusieurs années ne vont pas dans le sens d'une école qui serait émancipatrice, mais qui ne se contente pas de transmettre des connaissances, mais de former des esprits libres, éclairés, autonomes. Mais concrètement, comment faire pour établir ce rapport critique au savoir, cette autonomie que vous appelez de vos voeux? Alors moi, ce qui me semble important, justement, pour essayer de comprendre ces réformes, peut-être je vais revenir un peu sur ce que Guy Dreux a dit, c'est justement, ça me gêne un peu de dire que l'école serait devenue entièrement serait intégrée au capitalisme, au sens où même les contenus seraient déterminés, ce qu'on y enseigne serait déterminé par des visées, par exemple, de former les individus au travail. Je pense que c'est quand même important de maintenir ce que je pense que par ailleurs vous reconnaissez, que s'il y a une volonté qui est sans doute nouvelle, en tout cas plus intensifiée, de intégrer l'école, donc à la fois en faire un marché, ce qui est une chose, et ensuite que l'école elle-même soit formation de bons petits travailleurs efficaces et employables et avec la flexibilité qu'on leur demande dans le monde du travail. Ok, c'est vrai, il y a beaucoup plus une pression là-dessus. Je parlais tout à l'heure de l'humiliation qui est imposée aux professeurs, l'espèce de façon de casser leur résistance en leur imposant le modèle de l'entreprise, en leur répétant à l'envi qu'ils sont on ne les forme plus à l'esprit efficace. Donc, oui, pardon, je vais juste finir mon argument. C'est pas moi qui ai fait de la princesse de Clèves l'emblème d'une culture bourgeoise qui serait humiliante vis-à-vis des classes populaires. Charlotte Norman. Je ne sais pas si, à mon avis, je me suis pas fait comprendre, sinon vous n'auriez pas eu ça. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important, il me semble, de voir que la logique du capitalisme, ou la logique de ce modèle de l'entreprise, de l'efficacité, etc., ne règne pas en maître à l'école aujourd'hui. C'est absolument faux de le dire. Et pourquoi ça me semble important? Parce qu'il me semble que ce à quoi on assiste, c'est à une intensification, effectivement, de cette pression des valeurs du marché, des valeurs de l'entreprise, cette marchandisation du savoir, etc. C'est vrai, on assiste à une intensification, mais il me semble qu'on ne peut pas la comprendre si on ne voit pas que, à l'intérieur de l'école et dans la façon dont elle était organisée depuis le départ, à travers ces changements, etc., mais que c'est quelque chose d'essentiel à l'école, il y avait quelque chose d'homogène à cette logique-là. Je pense notamment à l'omniprésence de l'évaluation individuelle dans l'école. Et parler aujourd'hui de processus d'intensification extrêmement fort, vraiment gravissime de la ségrégation scolaire, je pense que c'est extrêmement important de le faire, mais c'est important aussi de voir que si l'école est si accessible à ces logiques-là, c'est parce que c'était quelque chose qui était déjà présent en elle auparavant, que les classes de niveau, ça n'a pas été inventé, que dire que le parcours scolaire d'un élève est déterminé par ses capacités qu'on détermine à partir de la 3e semaine du CP, ça, c'est pas des choses qui seraient absolument étrangères à l'école. Donc, je pense qu'on ne comprend comment ces logiques extrêmement dangereuses s'intègrent à l'école et se mêlent à sa logique que si justement on a quand même une vision assez critique de ce qu'était l'école auparavant. Par ailleurs, j'ajouterais juste en une seconde que l'idée que l'école doit être une préparation au travail et faire des travailleurs efficaces et soumis, c'est pas absolument une nouveauté non plus. Guy Dreux, je pense que vous voulez répondre. Nous ne sommes pas, d'abord, plusieurs points. Nous ne sommes pas du tout dans l'idéalisation de l'école d'avant, ce n'est absolument pas notre propos. C'est pourtant, je me permets de le rappeler, la critique que vous a adressée le sociologue Luc Boltanski dans les colonnes du Monde, dans une recension de votre ouvrage, en disant qu'au fond, ce livre était très intéressant, la nouvelle école capitalisme en France, mais qu'au fond, vous sembliez regretter, au fond, le monde d'hier, et notamment cet État protecteur qui aurait été finalement très bénéfique à l'époque. Non, on ne regrette pas le monde d'hier, parce que d'abord, le monde d'hier, il faudrait le dater. Nous ne sommes pas du tout dans cette idée qu'il faudrait simplement revenir à l'école des années 70, l'école des années 60 ou l'école des années 50 ou que sais-je encore. Ce n'est absolument pas ça notre propos. Il se trouve que nous avons choisi de titrer notre ouvrage « La nouvelle école capitaliste ». Ça nous semblait un petit peu difficile de ne rien dire de ce qui nous avait inspiré. En l'occurrence, les ouvrages dont nous avons parlé, ceux de Baudelot et Stablet mais Guy Dreux, ce qui a l'air de vous hérisser le poil quand même, c'est l'introduction, par exemple, de nouvelles formes de management à l'école. Oui, mais je voudrais justement faire un lien. Je voudrais faire un lien très précis justement avec la question de l'évolution des contenus. On demande tout à l'heure, mais finalement, quel est l'impact sur les contenus? Je voudrais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous enseignez la poésie anglaise à l'université, vos élèves, vos étudiants
on leur fait passer un petit document de satisfaction. Et parmi les questions qui sont posées aux élèves, on leur demande est-ce que ce cours a un impact et favorable évidemment sur votre projet professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à force de multiplier... C'est pas un peu une caricature, ça ? Non, je peux vous donner l'exemple très précis. Par ailleurs... Mais pardonnez-moi, Guy Dreux, je me permets de relayer la critique, là, pour le coup, de Charlotte Norman, d'une certaine manière. Là, vous nous parlez de l'enseignement supérieur. Oui, nous parlons d'école. D'accord. Or, alors, très la bien. question, Parlons vous nous dites, au fond, le nouveau modèle scolaire, aujourd'hui, ne prétend plus dispenser des savoirs gratuits. Vous enseignez les sciences économiques. Oui. Charlotte Norman a enseigné la philosophie. Au fond, comment peut-on dire aujourd'hui que, au fond, l'école est capitaliste au sens où elle enseigne des contenus qui ne sont plus gratuits? Est-ce que Baudelaire, Shakespeare, que sais-je, je parlais tout à l'heure d'Heidegger, Schumpeter, je ne sais pas qui vous enseignez, sans doute peut-être plus Marx d'ailleurs que Schumpeter dans vos cours. Comment peut-on dire que il a disparu du programme. Ah bon. Comment peut-on dire donc comme avec le chômage que l'école là serait du point de vue des contenus capitalistes? Et est-ce que vous ne vous trompez pas du coup de combat parce que le libéralisme peut être entré ailleurs à l'école, dans les classes de niveau, dans les questions de notation, de hiérarchisation, etc., plutôt que dans les contenus enseignés aujourd'hui qui restent quand même malgré tout, pour certains d'entre eux, relativement gratuits, me semble-t-il. Enfin, je veux dire, on enseigne encore un peu la poésie. La question de savoir comment on l'enseigne aujourd'hui, c'est un véritable problème pédagogique, mais on enseigne encore des auteurs, des classiques, comme vous l'écrivez dans votre livre aujourd'hui. Il est évident que tout ça a lieu, effectivement. Ce que nous disons simplement, c'est que les directives qui sont données, par exemple, sur les réformes de programme, les rapports officiels disent qu'il faut réaliser une révolution copernicienne. Ce n'est pas nous qui nous citons ces rapports dans l'ouvrage, ce n'est pas nous qui les écrivons, qui disent qu'il faut réaliser une révolution copernicienne. Cette révolution copernicienne, c'est le passage des logiques disciplinaires à des logiques de compétences. Et ces logiques de compétences, je n'ai pas eu le temps ici de développer la démonstration, mais en gros, si vous voulez, vous aviez un courant pédagogique qui valorisait justement ces logiques de compétences, qui les percevait comme un travail d'explicitation du travail pédagogique, disons simplement les choses. Et puis de l'autre côté, il y avait le MEDEF, la Commission européenne, l'OCDE, qui travaillaient ces logiques de compétences sur le mode de l'employabilité. Et concrètement, il y a eu une confusion des débats d'ailleurs, qu'on essaye un peu de clarifier dans l'ouvrage, qui fait que cette logique de compétences, plus exactement ce qui a été mis en œuvre, ce n'est pas du tout des outils pédagogiques nouveaux pour expliciter le travail pédagogique auprès des élèves, que ce soit dans le primaire, dans le collège ou au lycée, mais très précisément de demander à chaque discipline, je dis bien à chaque discipline, de rendre compte de son propre travail, non pas par rapport au sens qu'elle peut avoir, mais par rapport aux compétences qu'elle peut qu'elle peut valoriser et qu'elle peut diffuser auprès des élèves. Et c'est très précisément ça qui ne se comprend que dans une logique de fabrication du capital humain. C'est en ce sens que nous disons, excusez-moi, mais c'est en ce sens que nous disons que effectivement ça va aujourd'hui jusque dans les contenus et c'était pas le cas ou pas à ce point-là dans les années 70. Alors il est 17h32, vous écoutez les retours du dimanche et ce soir notre école est-elle dégradée avec Charlotte Norman et Guy Dreux. Ce soir les retours s'interrogent sur les raisons et les racines du malaise et de la crise de l'école, manque de moyens, suppression des postes, inégalité sociale et scolaire, système normatif, absence d'autonomie face au savoir et maintenant, peut-on réinventer l'école? Le problème, c'est un manque de vision totale de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir dans un pays moderne? C'est un pays qui a une jeunesse qualifiée. Et c'est un pays qui, avec sa jeunesse qualifiée et l'investissement dans la recherche et dans la formation, fait en sorte qu'on ait des entreprises compétitives. Et c'est aujourd'hui, avec notre système éducatif, que l'on forme ces futurs diplômés qui feront la réussite de l'industrie. Donc je crois que opposer l'avenir de l'industrie et l'emploi public dans le système éducatif, c'est de courte vue. Charlotte Norman, depuis plusieurs années, on parle de refonder l'école, de réinventer l'école, mais au fond, quels sont les leviers politiques qui permettraient de réformer l'école? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'absence de projet, de volonté politique? Est-ce que c'est l'inertie des syndicats?
C'est évidemment une question complexe à laquelle je ne prétends pas apporter une réponse définitive. Je pense que... Qu'est-ce que je pense ? Clairement, donc Guy Dreux a évoqué les réformes c'est l'objet du livre, donc la nouvelle école capitaliste en France, les réformes qui vont dans le sens d'une création d'un marché scolaire qui aggrave la ségrégation scolaire, qui aggrave les inégalités de ce système. Donc clairement, il y a à la fois ça et puis une autre chose qu'on n'a pas non plus évoquée dans le détail, qu'il faudrait évoquer à propos de cette logique des compétences, c'est-à-dire la façon dont, je pense notamment aux enseignants du primaire, dont le travail enseignant est formalisé sur le mode de 50 compétences à évaluer constamment. Donc ces réformes-là, clairement, je ne pense pas qu'il y ait d'autres réponses qu'un Vous êtes tout à fait contre l'évaluation. L'évaluation pose un certain nombre de problèmes globalement. Après, il faut pas définir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'évaluation. On ne va pas aborder l'évaluation en général, mais ce type d'évaluation, c'est-à-dire savoir qu'un enseignant en maternelle ou en primaire va avoir, je ne sais plus combien c'est, disons, allez, 50, parce que je crois que c'est beaucoup plus, 50 compétences à examiner pour chaque élève tous les 2 mois en déterminant s'il est pas acquis, en cours d'acquisition ou acquis, c'est pour moi, simplement une façon à la fois de déposséder complètement, d'ailleurs dont vous parlez dans la tribune que vous avez publiée dans Le Monde, donc les co-auteurs de ce livre, de déposséder les enseignants de leur travail, c'est-à-dire en les obligeant à accomplir un tel travail presque administratif de contrôle sur leur propre travail, qui n'ont plus du tout la maîtrise de comment est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est pour moi une façon de les soumettre donc à cette autorité, avec pour résultat d'être totalement contre-productif et totalement inefficace. Donc la seule réponse à ça, à mon sens, est un refus et une lutte très concrète contre ces réformes-là. Après, par où ça peut passer, c'est ça la question que vous disiez, est-ce que c'est une inertie de ces syndicats, etc. Alors justement, est-ce que inertie, syndicat, il y a une question qui vous, réunit, vous divise à la fois, c'est-à-dire que Charlotte Nordman, quand on lit vos écrits, vous vous intéressez au fond à l'histoire de la pédagogie, à des pédagogues comme Célestin Freinet, comme Ivan Illich, comme bien d'autres, etc. Vous voulez vous inspirer de l'élan de ceux qui ont créé des établissements différents, imaginer d'autres façons d'émanciper les enfants, bref, de revisiter un petit peu de toutes ces aventures de tous ces rêveurs d'éducation qui ont inventé une école qui pratiquait autant l'instruction que l'éducation, alors que Guy Dreux, d'une certaine façon, dit, il me contredira peut-être, que toutes ces pédagogies un petit peu nouvelles, différentes, ont joué un peu le rôle de l'idiot utile ou des idiots utiles du libéralisme et du capitalisme. Guy Dreux. Oui, je pense que vous posez la question de savoir comment en sortir d'une certaine manière. Je crois qu'il y a, si on doit résumer d'une seule chose, je reprendrai une expression que Roland Gori a... Alors c'est le psychanalyste, il faut préciser. Pour l'appel des appels, voilà, et qui parle de colonisation. Le fondateur de l'appel des appels, cette réunion, effectivement, cette réunification au fond d'appels, des métiers du lien, on pourrait dire aujourd'hui. Voilà, et des métiers du lien, voilà. Et je pense qu'effectivement, cette idée il y a un premier travail. Ce premier travail, c'est de décoloniser les esprits, de décoloniser, de comprendre que les termes des débats, les termes du débat éducatif aujourd'hui, ont été complètement imposés par la logique néolibérale. Je prendrai juste quelques éléments d'appréciation, enfin d'illustration, excusez-moi. D'abord, tout à l'heure, on parlait des rapports de l'OCDE qui finalement démontraient que l'égalité ou un système plus égalitaire est plus efficace. Alors, je pose toujours la question de savoir, et s'il démontrait le contraire, est-ce qu'il faudrait abandonner toute idée de mixité scolaire. Je prends un autre exemple. Cette politique de valorisation, enfin d'assouplissement de la carte scolaire avec l'idée que les gens vont avoir le choix. Alors évidemment, si vous allez voir les parents d'élèves, vous leur demandez est-ce que vous préférez un système où vous avez le choix de votre école et un système où vous n'avez pas le choix de votre école, la réponse spontanée va être oui. Bon. Simplement, on sait très bien, enfin toutes les études le montrent, que l'assouplissement de la carte scolaire a un autre effet, qui est précisément que ce sont les établissements, et évidemment les meilleurs établissements, qui ont le choix de leurs élèves et pas le contraire. Bon. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un travail phénoménal
d'envahissement de la raison économique, de la raison néolibérale. Enfin, vous allez jusqu'à dire dans votre ouvrage qu'il faut penser l'école post-capitaliste, construire une école pour une société débarrassée du capitalisme. C'est réaliste, ça veut dire quoi exactement? Oui, moi il me semble que c'est réaliste dans le sens où ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est précisément, nous parlions tout à l'heure des mobilisations qui ont eu lieu en début de semaine. Je crois qu'il y a eu pendant la semaine, il y a eu quelque chose d'assez nouveau aussi. Valérie Pécresse donne un entretien dans le journal Les Échos pour expliciter un petit peu les orientations du nouveau budget, et elle dit explicitement, là encore ce ne sont pas les co-auteurs de la nouvelle école capitaliste qui l'écrivent, elle dit très précisément notre politique budgétaire vise un objectif, celui de préserver la note de la France face aux agences de notation. Je crois précisément que les Français dans leur ensemble n'acceptent pas l'idée que le contenu, l'organisation de l'école soit fixée par des traders. Charlotte Norman. Je pense simplement qu'un des leviers pour réformer l'école vers un sens plus émancipateur, plus égalitaire, etc., ce serait, comme on l'a vu, puisque manifestement le gouvernement n'est pas extrêmement sensible aux mobilisations des enseignants qui ont quand même été massives ces dernières années, notamment dans le mouvement de 2003, qui certes, on peut dire, n'ont pas été extrêmement portés par les syndicats, au sens où ceux-ci étaient toujours inquiets de la radicalisation éventuelle du mouvement. Bon, je pense que c'est à partir seulement du moment que par exemple, les parents d'élèves, c'est-à-dire tous les gens qui ont à voir avec l'école, se sentiront autorisés à se dire qu'ils ont quelque chose à dire sur ce qui se passe dans l'école, que peut-être leur voix sera entendue, puisqu'apparemment les professeurs ne sont pas la catégorie sociale qui est la plus écoutée par le gouvernement. Nicolas, cette semaine, dans la vie des idées qui agitent les colonnes des pages débat du Monde, vous avez choisi de nous parler de la gauche qui ne sait plus regarder dans son passé, à la recherche de son peuple et de son temps perdu. Eh bien, à une semaine du premier tour des primaires socialistes, écoutons pour nous rafraîchir les mémoires Léon Blum en 1936 à Luna Park. La parole est à notre ami Léon Blum, président du Conseil. Je n'étais pas inscrit au programme de cette fête. C'est moi qui, hier soir, à la fin d'une assez dure journée, et après m'être entretenu avec nos camarades délégués des usines métallurgiques de la Seine, ai demandé à la Fédération de la Seine de m'accorder aujourd'hui son hospitalité. Il existe en ce moment, entre le gouvernement de Front populaire que je préside et une partie des masses ouvrières, un malentendu que je ne veux à aucun prix laisser se cheminer insidieusement et s'altérer. Est-ce qu'il y a ici un seul homme qui croit que j'ai changé depuis 3 mois? Alors c'est un livre à paraître aux éditions Flammarion qui va sans doute faire débat, dont vous nous parlez, Nicolas Truong, dans votre chronique sur la vie des idées. Un livre du philosophe Jean-Claude Michéa, Le complexe d'Orphée. Pourquoi risque-t-il à ce point de bousculer la gauche intellectuelle? Bien, tout simplement parce qu'il propose de passer de la primaire à la gauche primaire, parce qu'il propose de retrouver le socialisme originel, celui des gens ordinaires, celui de Pierre Leroux, de Léon Blum. Il faut dire que Jean-Claude Michéa n'a pas attendu l'affaire du Sofitel de New York pour se démarquer de la gauche DSK. Sa philosophie politique est en effet bien éloignée des analyses du think tank Terra Nova, proche de l'ancien directeur du FMI. Car souvenez-vous, Agnès, qu'une note de Terra Nova suggérait récemment à tout futur candidat socialiste à la présidentielle de cibler électoralement les classes moyennes supérieures plutôt que les classes populaires considérées comme irréductiblement réactionnaires. En résumé, plutôt les bobos que les prolos. Car cette gauche moderne déteste regarder dans le rétroviseur, explique Jean-Claude Michéa, plus proche des partisans de la démondialisation que des apôtres de la globalisation. Mais quel est donc cet étrange complexe d'Orphée dont seraient victimes les socialistes, Nicolas? Bien, c'est le complexe de celui qui ne peut regarder en arrière. Souvenez-vous, Orphée, ce héros de la mythologie grecque, rejoint au royaume des morts sa belle Eurydice mordue par un serpent le jour de leurs noces, afin de la ramener dans le monde des vivants, mais à une seule condition, surtout ne pas se retourner derrière
derrière lui au risque de la perdre. Eh bien, pour Jean-Claude Michéa, le tabou fondateur de toute pensée de gauche, eh bien, cette interdiction religieuse de regarder en arrière. Alors, jeunisme, sans-frontiérisme, béatitude néotechnologique, ringardisation des vieux et de la culture populaire, rien, selon lui, n'illustrerait mieux cette gauche que les postures des Inrecuptibles, de Libération, du Grand Journal du Canal+, mais rassurez-vous, Le Monde n'est pas en reste. Cette posture qui célèbre la transgression publicitaire et la subversion subventionnée et ridiculise un peuple aux nappes à carreaux et aux cheveux gras, mis en scène par les Deschiens et autres humoristes au conformisme prétendument décalé. Alors si je vous comprends bien, Nicolas, c'est donc un rappel de la gauche à ses valeurs originelles. Oui, pour que la gauche retrouve son tranchant, Michéa l'invite à s'intéresser aux gens de peu, comme le disait l'écrivain Pierre Sanso, c'est-à-dire à la femme de ménage qui joue au loto tous les vendredis, à l'ouvrier qui lit l'équipe ou à la petite veuve qui promène son teckel. Alors oui, Jean-Claude Michéa endosse parfois à gros traits les habits de l'anarchiste Tory, les oripeaux de cette gauche à la fois radicale et conservatrice qu'il avait déjà décelés chez George Orwell dans un livre qu'il avait publié en 1995. Une gauche proche de Camus et de Pasolini, de John Ford et de Jacques Tati. Mais son antimodernisme le conduit à écrire des pages sur le chroniqueur Éric Zemmour ou à l'encontre des défenseurs des sans-papiers qui ne manqueront pas d'être décriés et lui vaudront sans doute certainement d'être qualifiés, comme l'avait fait Daniel Lindenberg dans un livre au titre éponyme, de néo-réactionnaire. Donc le problème, c'est que Jean-Claude Michéa n'a peut-être pas perçu que la bien-pensance avait changé de camp, et que ce n'est pas la gauche sans papier aujourd'hui, mais la droite décomplexée qui est aux commandes, au sommet de l'État et dans de nombreux médias. En tout cas, Agnès, vous l'aurez compris, à la primaire socialiste, Jean-Claude Michéa optera pour un socialisme primaire, celui des gens ordinaires. Merci Nicolas. Alors Guy Dreux, une gauche qui ne regarde plus dans le rétroviseur, qui ne s'intéresse plus à la culture populaire, aux gens de peu, comme disait à l'instant Nicolas Truong, c'est une gauche aussi qui ne s'intéresse plus à ses profs ? Oui, très certainement. C'est une gauche qui fait mal à l'école aussi. Je pense par exemple, il a été question de Terra Nova. Je pense que dans une note très récente, Terra Nova demandait à ce que les droits d'inscription à l'université soient augmentés, ce qui évidemment a permis à Laurent Wauquiez de se présenter comme le garant d'une politique sociale et qui justement refusait ce genre de type d'effort. Je pense que très généralement, et c'est très précisément un exemple même de ce que nous disions dans cet ouvrage, c'est cette colonisation de l'esprit économique, des formulations des problèmes et des problématiques de l'école dans un cadre, dans une pensée néolibérale. Et je pense qu'effectivement, il y a des illustrations comme ça. Terra Nova en est une, mais il en existe malheureusement beaucoup d'autres. Comme chaque semaine, désormais, vos retours se projettent dans l'actualité de la semaine à venir. Une semaine, à n'en point douter, chargée en rebondissements variés sur le front des affaires, qu'il s'agisse de l'affaire Karachi, des fadettes du monde, ou encore de l'affaire Bettencourt saison 2, où mère et fille se déchirent à nouveau. Verdict mercredi du juge qui doit se prononcer sur une mise sous tutelle de la richissime nonagénaire de L'Oréal. Place aussi à l'avant-dernière ronde des primaires socialistes et au dernier tour de piste télévisuelle mercredi des 6 candidats. Et mercredi toujours, la désignation des présidents des commissions d'un Sénat définitivement à gauche, avec l'élection de Jean-Pierre Bel à sa tête, devrait nous éclairer sur l'équilibre des forces au sein de la Haute Assemblée. Quant à notre président, s'il n'est pas en campagne, il n'en sera pas moins en tournée dans le Caucase sur les traces en Géorgie de sa splendeur passée, tandis que Mahmoud Abbas entamera lui son périple pour convaincre d'abord à Strasbourg, puis en Colombie, du bien fondé de sa demande d'adhésion d'un État de Palestine à l'ONU. Mais cap ce soir avec Christophe Ayad, journaliste et grand reporter au Monde, sur la Syrie, où la tenue ce week-end d'une réunion du Conseil national syrien à Istanbul doit permettre dans les semaines à venir de structurer l'opposition au régime de Bachar. Des centaines d'habitants de la région de Hama crient leur soutien aux déserteurs de l'armée syrienne et déclarent se placer sous les ordres de ces soldats qui refusent de tirer sur la population. Ils seraient un millier à avoir rejoint les rangs de l'opposition, comme ce groupe d'officiers dirigé par le capitaine Youssef Hamoud. Ces hommes ont tenu pendant 3 jours la ville de Rastan, au centre de la Syrie, avec ses 40 000 habitants. Mais le régime syrien a mobilisé 250 blindés pour mater la révolte. La région de Rastan serait retombée entre les mains des forces fidèles à Bachar el-Assad au prix d'une 15aine de morts.
Malgré la gravité des affrontements, pas de nouvelles sanctions internationales à cause de l'opposition de la Russie et de la Chine, et pas question d'intervenir comme en Libye. La société syrienne n'est pas la société libyenne, le risque de guerre civile est extrêmement important et donc ceci a fait que nous n'envisageons pas d'intervention militaire en Syrie. C'est d'ailleurs un point sur lequel nous essayons de convaincre les Russes. L'opposition syrienne sait qu'elle doit compter sur ses propres forces. Elle pourrait annoncer demain la naissance d'un Conseil national syrien pour faire échec au pouvoir de Bachar el-Assad. Christophe Ayad, bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre, la contestation contre le régime se poursuit malgré la répression qui a déjà fait à peu près 2700 morts selon l'ONU. Mais alors fait nouveau, des affrontements entre membres des forces de sécurité et des déserteurs, devenus une véritable guerre à Rastan. Est-ce que la révolution syrienne, comme vous l'écrivez, est en train de basculer dans la lutte armée? Disons qu'il y a un risque, oui. Et par endroits, à Rastan, à Homs, un peu à Deraa, et dans le nord-ouest du pays aussi, dans la région d'Idlib, dans une région un peu escarpée qui s'appelle le Djebel Zaouia, il y a des regroupements, on ne peut pas parler de maquis, mais il y a des regroupements de soldats déserteurs qui ont déserté avec leurs armes. Leurs armes, c'est pas grand-chose, c'est des kalachnikovs. Donc on n'en est pas encore à la naissance d'une sorte d'armée révolutionnaire. Mais il y a des endroits où, désormais, les soldats loyalistes de l'armée gouvernementale se retrouvent confrontés à des gens qui se défendent par les armes. Et ça, c'est un changement complet. Enfin, si jamais cela se confirme, si cela prend de l'ampleur, c'est un changement complet de la nature de la révolution syrienne. Ça devient une guerre civile, au fond. Ça deviendra une guerre civile, mais qui n'aura pas la même forme que la guerre en Libye. C'est un peu ça le problème. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de réticence à ce phénomène au sein même des comités de coordination de la révolution, qui sont ces regroupements de civils qui gèrent au jour le jour, qui donnent les mots d'ordre, qui appellent à des manifestations, qui trouvent des moyens de soigner les blessés. Ils savent que si jamais la Syrie part dans la guerre civile, ce sera une guerre entre Syriens. Mais qui sont ces déserteurs, Christophe Ayad? On a une petite idée. Le New York Times évoquait le chiffre quand même de 10 000 soldats séditieux. Ça, c'est la fourchette haute. On parle de 3 000 à 10 000. Effectivement, c'est les chiffres qui m'ont été régulièrement donnés. 3 000, la fourchette la plus basse, 10 000, la plus haute. Je pense que c'est entre les deux. Ces déserteurs sont essentiellement des conscrits sunnites qui... non seulement en ont marre de tirer sur des gens sur des civils désarmés, mais surtout ont vu leurs frères, leurs cousins, leurs pères, leurs neveux mourir. Donc sont absolument en colère contre le régime. Hélas, dedans, il n'y a pas encore d'unités qui ont fait défection en bloc. Il n'y a pas non plus de haut gradé. Le plus haut grade en termes de désertion, c'est colonel. Il y en a eu 1, 2, je crois, peut-être 3. On n'a pas. Ce sont des gens qui manquent de commandement, qui manquent d'armement et qui font pour l'instant absolument pas le poids face à l'armée gouvernementale et surtout face aux forces spéciales. La garde prétorienne du régime, on estime, c'est 100 000 hommes. C'est 100 000 hommes, c'est-à-dire la 4e division de Bachar el-Assad, le frère du président, plus les Mukhabarat, plus les différents régiments qui sont considérés comme absolument sûrs. Ils sont peu armés, disiez-vous, mais ils sont armés par qui? Qui ça? Les soldats séditieux. Ah, ils sont armés par personne, ils sont partis avec leur Kalachnikov. Donc souvent, il n'y a pas de puissance derrière, il n'y a pas d'organisation. Non, c'est vraiment des initiatives individuelles, sans vraiment de coordination. Leurs maisons, leurs habitations, c'est des conscrits. Ce sont des gens qui sortent de la population. Donc, leurs propres villes ont été assiégées, bombardées. Ils n'ont plus supporté ça. Ils ont quitté leur unité pour rejoindre les endroits dont ils étaient originaires. C'est pour ça que on trouve ces déserteurs beaucoup dans des zones sunnites qui sont les plus révoltés en ce moment. Alors parallèlement, le Conseil national syrien se réunit ce week-end à Istanbul. Il s'agit de définir la composition complète et les instances de direction de ce Conseil national syrien, de permettre à l'opposition donc de se structurer. Quel est l'enjeu selon vous? L'enjeu, il est essentiel. C'est qu'au bout de 6 mois, si un soulèvement n'a pas de représentant, il commence à se déliter. Et on l'a vu cette semaine. Il y a des endroits où des gens disent non, il faut résister pacifiquement, et d'autres disent on en a marre de se faire tuer.
il y a un débat très net en ce moment à l'intérieur de l'opposition syrienne, c'est on n'y arrivera pas tout seul face à un régime qui s'autorise tout, absolument tout. La torture, le meurtre, qui bombarde à l'arme lourde à hélicoptère des villes, sans défense. Donc on n'y arrivera pas sans le soutien, voire des interventions qui vont au-delà de sanctions économiques, etc. Et évidemment, l'exemple libyen fait réfléchir les Syriens. Donc il y a un débat. Pour que ce débat puisse déboucher sur une position commune, coordonnée, et non pas des initiatives individuelles qui finiraient par fragiliser le front anti-Bachar el-Assad, il faut qu'il y ait une structure qui représente la révolution, il faut qu'il y ait une structure qui la représente auprès de l'extérieur, c'est-à-dire auprès des Nations Unies, auprès de Moscou, de Paris, de Washington, qui entame un travail de lobbying, et il faut que cette structure aussi donne des mots d'ordre et prenne des décisions. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Moscou qui en ce moment bloque toute résolution à l'ONU? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des appels qui viennent parfois de Syrie, enfin de certains endroits de Syrie, à une intervention étrangère? Voilà, il faut qu'il y ait un corps où ce genre de choses soit débattu, décidé, et ensuite qu'une politique, ou du moins une position, soit adoptée par tous. Sinon, Bachar el-Assad va avoir en face de lui des ennemis en ordre dispersé, il n'aura aucun mal à les finir un par un, en cooptant certains et en écrasant d'autres. Mais Christophe Ayad, qui compose ce Conseil et selon vous, quelles sont les forces en présence qui risquent de l'emporter? Il y a tout le monde. Il y a absolument tout le monde. Ah, c'est une myriade. Hein. La société syrienne est riche et diverse. On parle des frères musulmans? Oui, il y a les frères musulmans, mais il n'y a pas que. Il y a, alors, c'est jusqu'à présent, pour ce qu'on en sait, mais on n'a pas la composition complète. Il y a une petite dominante islamiste modérée, mais pas seulement des frères musulmans. Vous avez aussi beaucoup de Syriens américains de tendance légèrement islamiste. Vous avez la gauche, vous avez l'opposition intérieure, vous avez les comités de coordination qui sont très importants, mais dont on ne connaît pas les membres, parce que si on commence à publier leurs noms, ils vont aller se faire immédiatement assassiner par les services de renseignement chez eux. Donc il y a absolument tout le monde. Il y a une dominante islamiste, mais ça c'est assez logique dans la société syrienne et dans un mouvement qui touche des zones essentiellement sunnites où les frères musulmans ont fait un travail. Donc à suivre, on restera attentif à l'évolution de la situation syrienne et également un rapport d'Amnesty International qui doit sortir mardi et dont vous nous parlerez peut-être dans une prochaine occasion, Christophe Ayad, et qui porte sur les pressions contre les opposants syriens à l'étranger, à lire certainement dans Le Monde dès mardi.